Eh bien déjà, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être présente pour ce webinaire. Donc moi, je suis Sandrine Bonomo, donc je suis consultante en puériculture et j'interviens à la Maison de la parentalité et du bien-être Cocon et Papillon. Et donc dans ce cadre, je souhaitais vous proposer un webinaire sur le thème du sommeil de l'enfant, de la naissance à 3 ans, pour vous donner un petit peu l'aspect physiologique, vous expliquer comment le sommeil se met en place, sous quelle forme, ce qui se passe aussi pendant le sommeil, et puis des petits trucs et astuces, hein, pour favoriser le sommeil de l'enfant. Heu, c'est essentiellement, voilà, vous aider à trouver, voilà, des réponses aux questions que vous pouvez, vous poser, éventuellement. Alors, on a quelques personnes qui viennent de nous rejoindre. J'attends que les connexions soient bien en place. Je pense que ça devrait être bon. Bien, vous êtes nombreux cet après-midi, c'est super. Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir, c'est pas le but. Alors, donc le sommeil de l'enfant. Derrière moi, j'ai essayé de vous représenter, l'évolution du sommeil de l'enfant sous forme d'un petit schéma, puisque le sommeil, en général, on le représente sous la forme d'un train. On parle de train du sommeil que vous avez dû voir dans vos lectures ou voilà, ce que vous avez pu, chercher comme information. Heu, Notre corps est, dans la majeure partie du temps, en éveil et à certains moments, le sommeil va se mettre en place et on va parler de frein, de l'éveil qui va permettre au sommeil d'arriver. Et donc on représente ce sommeil sous forme d'un train avec une première partie qui est la locomotive, qui va représenter un moment particulier, de pré-sommeil. Et puis ensuite, le sommeil est représenté sous forme, de wagons qui vont être accrochés les uns aux autres. Donc quelques wagons chez le nourrisson, chez le nouveau-né et puis de plus en plus de wagons au fur et à mesure où on va, avancer dans l'âge. Donc cette succession de wagons, c'est ce qu'on va appeler un cycle de sommeil et ce cycle de sommeil va se répéter au cours de la nuit ou au cours du sommeil, donc que ce soit pendant les siestes ou pendant la nuit. Donc je vais passer par tranche d'âge, comme ça sera un petit peu plus simple et puis vous expliquer comment le sommeil se met en place au fur et à mesure. Je vais parler d'un cycle de sommeil, et puis ensuite, voilà, pour expliquer combien de cycles, dans la nuit, dans l'après-midi, suivant les siestes, combien de cycles peuvent s'enchaîner. Ça dépend aussi de l'âge. On parlerait aussi de la quantité d'heures et de la qualité d'heures de sommeil, hein, qui est important pour l'enfant parce que vous allez voir qu'il se joue, heu, beaucoup de choses au niveau de son évolution, physique, psychique aussi. Alors dans un premier temps, donc on va parler donc chez le tout petit, donc tout en haut de mon petit tableau, tout en haut, vous avez donc de, 0 à 1 mois à peu près, hein, donc vraiment le nouveau-né, 2 wagons, une locomotive et 2 wagons. Heu, la locomotive que l'on va retrouver, tout le temps, que ce soit chez le nourrisson, chez le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, l'adulte, on a toujours cette période. Donc cet endormissement qu'on appelle aussi le pré-sommeil, qui va être un moment, particulier qu'il va falloir décoder puisqu'il va annoncer le sommeil et on va voir que si cette période-là n'est pas prise en compte, de manière adaptée, eh bien, malheureusement, l'enfant ne va pas s'endormir. Le frein de l'endormissement qui permet le frein de l'éveil, pardon, qui permet au sommeil d'arriver ne va pas se mettre en place et automatiquement le train va repartir. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de sommeil. Donc cette période d'endormissement est vraiment un moment important, heu, qu'il va falloir décoder, donc il va être variable après en fonction de l'âge. Il faut savoir pour que l'on soit en éveil, ce sont toutes les stimulations que l'on va avoir dans notre environnement, hein, donc la luminosité, le bruit, l'agitation, tout ce qu'on appelle un petit peu les donneurs d'ordre, hein, qui vont solliciter notre système nerveux
et qui vont faire que nous restons en éveil. Au moment du sommeil, il y a ce frein qui est mis pour l'éveil, pour que le train du sommeil puisse arriver. Et au moment où ce train du sommeil arrive, eh bien, il y a ce qu'on appelle les signes précurseurs du sommeil, c'est-à-dire ce que vous allez observer chez votre enfant. On observe aussi chez l'adulte, on va se frotter les yeux, on va bâiller. Chez les tout petits, ils peuvent se mettre à téter, à gigoter, tourner la tête chez les nourrissons, chercher leur place. Voilà, tout ce qu'on peut avoir, être grognon chez certains enfants, chez les plus grands, aller chercher le doudou et se mettre dans un petit coin avec son doudou. Ce sont tous ces signes qui vont annoncer que l'état d'éveil est en train de diminuer et que le sommeil va arriver. Alors dans cette période-là, bien sûr, il est important qu'il n'y ait pas trop de bruit, pas d'agitation, pas de stimulation donc sonore, visuelle, trop importante, parce que sinon, effectivement, ça va gêner l'endormissement de l'enfant. Donc c'est un moment qu'il va falloir décoder, observer, que vous allez petit à petit apprendre chez votre enfant. J'y reviendrai un petit peu à la suite. Et puis, c'est un moment où il va falloir mettre l'enfant dans des conditions qui vont favoriser le sommeil. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, notamment quand on va parler, je vous aurai expliqué tout ce qui se passe au niveau du cycle, on reprendra justement cette phase d'endormissement pour voir quelles sont les conditions qui vont faire que l'enfant va s'endormir dans des conditions adaptées pour favoriser son sommeil. Sinon, le train va passer et si le train passe, il va falloir attendre le cycle suivant. Alors, chez le tout petit, donc endormissement, quelques minutes, c'est très, très rapide. Alors, chez l'enfant entre 0 et 1 mois, on va dire qu'il n'a pas encore de rythme de sommeil préétabli, il va dormir quasiment 22-23 heures sur 24 et il va y avoir une alternance de différentes phases de sommeil. Alors, on va retrouver deux phases importantes. La première phase qui est une phase qui est représentée donc par le premier wagon, qui est le sommeil agité. Et la deuxième phase, c'est la phase de sommeil lent. La phase de sommeil agité, alors chez un tout petit, le cycle de sommeil, donc là on est chez le nouveau-né, nourrisson, le cycle va être d'environ 40 à 50 minutes, représenté par 2 wagons. Un wagon de sommeil agité, 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Sommeil calme, pareil, 20-25 minutes, en sachant que c'est souvent un petit peu plus de sommeil calme que de sommeil agité. Sommeil agité, qu'est-ce qui se passe? Comme son nom l'indique, l'enfant va s'endormir en bougeant, en gigotant, il cherche sa place, il tète, il peut être plus ou moins tendu, une agitation au niveau des bras, des mains, des mimiques du visage, mais il est déjà dans une période d'endormissement. À ce moment-là, on a encore le corps qui travaille, il y a encore de l'énergie qui est fabriquée. Alors la tension musculaire n'est quasiment plus présente, même si l'enfant bouge, c'est plus sous forme de réflexe. On est déjà donc dans une phase de début de sommeil chez le tout petit. Donc dans cette période-là, on va dire que l'activité cardiaque est à peu près la même, la fréquence respiratoire, l'enfant respire toujours un petit peu vite, tête, et puis petit à petit va arriver le sommeil calme. Comme son nom l'indique, l'enfant va se détendre, il peut garder les poings près du visage, il peut arrêter la succion, lâcher la tétine qu'il aurait éventuellement, et on va sentir le bébé se relâcher, on va sentir un relâchement musculaire. Et là, effectivement, à ce moment-là, c'est un moment de récupération de la fatigue physique, donc qui va s'expliquer par ce relâchement musculaire et qui est aussi un moment où l'enfant va économiser de l'énergie. Moment important aussi, puisque c'est là où l'enfant va fabriquer l'hormone de croissance. Donc cette phase de sommeil calme, c'est une phase de sommeil de récupération physique. La phase précédente, la phase de sommeil agité, où on voit qu'il y a encore une petite tension, une agitation. Alors paradoxalement, c'est une phase de sommeil où il va récupérer de la fatigue physique et nerveuse. Je vais vous la détailler un petit peu après parce que chez le nourrisson, c'est pas très parlant. Donc chez le nourrisson, sommeil agité, il bouge, il tète,
cherche sa place, il gigote, il peut gémir, puis va suivre une phase de sommeil calme. L'enfant est plus détendu, la respiration plus calme et souvent c'est à ce moment-là où les mamans regardent et se disent: «Je l'entends plus respirer, je le vois plus respirer» et vous regardez au niveau de l'abdomen si effectivement il y a bien une respiration. Donc on est dans cette phase de sommeil calme. Donc chez le tout petit, on va dire le premier mois, premier trimestre, hein, il va encore avoir une alternance de ces cycles de 45 à 50 minutes qui vont s'alterner de manière régulière, sans rythme particulier, puisqu'on n'aura pas encore de petites nuits vraiment d'établies. Entre chaque cycle, on va avoir une petite période intermédiaire qu'on appelle la phase de latence. C'est une phase intermédiaire qui va permettre d'accrocher des wagons supplémentaires. Donc, on va avoir de nouveau une phase de sommeil agité, une phase de sommeil calme, une petite période de latence et puis de nouveau une phase de sommeil agité, une phase de sommeil calme et l'enfant, le nourrisson va les alterner comme ça sur, je vous ai dit, 20-23 heures à peu près. Hem, donc sur cette période-là, l'enfant a très peu de périodes d'éveil. On parle aussi chez le tout petit d'éveil calme et d'éveil agité. Donc on va avoir une période d'éveil calme où il va regarder la maman, la chercher du regard, chercher la personne, hein, qui va le porter. Alors peu de temps, c'est environ 10 hein, de son temps d'éveil. Les 90 restants, c'est souvent de l'éveil agité où l'enfant va pouvoir, pleurer un petit peu plus, chercher, gigoter, hein. C'est ces périodes où souvent on vous dit: «Bah, si vous allaitez votre bébé, c'est le moment où vous pouvez, même si vous avez l'impression qu'il est encore endormi, vous pouvez le mettre au sein», hein, parce qu'il est dans une phase d'éveil agité, mais on peut à ce moment-là le mettre au sein, hein. Voilà, donc il va avoir ces périodes, alors avec ces périodes d'éveil agité qui souvent sont plutôt aussi en fin de journée, hein, la période 17-22 heures qui est toujours un petit peu difficile, compliquée, hein, pour, les parents où le bébé peut pleurer beaucoup. Donc il y a effectivement, l'alternance du jour et de la nuit, hein, qui va aussi, interférer. Mais voilà, c'est lié aussi à cette période, hein, d'éveil agité qui fait partie de son quotidien. Donc on va dire que le premier mois, il n'y a pas de rythme de sommeil particulier. C'est un enchaînement de cycles avec des périodes de sommeil agité, de sommeil calme, qui vont être rythmées entre ces périodes des soins que l'on va porter à l'enfant. Heu, donc toutes ces périodes où on va l'alimenter, le changer, le câliner, vont être des périodes aussi qui vont rythmer le rythme de l'enfant, qui vont être un petit peu, des donneurs de temps, hein, qui vont permettre à l'enfant de se repérer et c'est là aussi où souvent le premier trimestre, on dit aux mamans, même si l'enfant n'a pas forcément de rythme jour-nuit, parce qu'on va vraiment parler du rythme jour-nuit quand l'enfant commencera à dormir au moins 6 heures, hein, en sommeil nocturne. Donc c'est-à-dire qu'il supprimera soit une tétée, soit un biberon. En dehors de ça, on est encore dans un rythme, voilà, qui n'est pas encore défini. Donc le premier trimestre, pour aider l'enfant à se repérer, on conseille aux mamans bien souvent, eh bien la nuit, sur les périodes nocturnes, quand on va changer l'enfant, quand on va, lui donner, le biberon ou le sein, on va éviter, de mettre une lumière trop vive. On va le garder dans les bras, mais dès qu'on sent que la digestion commencerait à être amorcée, pardon, on va rapidement aller le recoucher. On va, voilà, faire en sorte que, heu, les soins qu'on va lui donner la nuit ne vont pas être faits avec le même rythme que le jour. Le jour, effectivement, on va pouvoir le garder un petit peu plus longtemps dans les bras. Il y aura l'agitation de la maison, il y aura la luminosité. De même, la journée, dans les périodes de sieste, de sommeil de la journée, on recommande de ne pas mettre l'enfant dans une pièce totalement noire, mais plutôt dans une pièce avec une semi-pénombre en tirant un rideau. Là aussi, c'est les donneurs de temps, hein, la luminosité, le bruit, qui vont faire que l'enfant va repérer, hein, cette organisation et qui va l'aider petit à petit à organiser aussi son rythme jour-nuit. En général, à la fin du premier trimestre, alors c'est entre 1 et 3 mois, là c'est très variable d'un enfant à l'autre, hein. Il y a des enfants qui vont très vite trouver leur rythme, d'autres ça va être un petit peu plus long. Donc très souvent, à la fin du premier mois, l'enfant commence à faire ses petites nuits, donc il commence à avoir ses 6 heures de sommeil nocturne et le reste, hein, donc les 19-20 heures, vont se réguler
sur la journée. Donc à chaque fois, quand je parle de quantité de sommeil, c'est de quantité globale sur 24 heures. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, l'enfant va avoir des nuits, un sommeil nocturne qui va se détacher et un sommeil diurne en journée qui va devenir de, en tout cas en moins grande quantité, hein. Donc quand on arrive aux alentours de 3 mois, donc là, le sommeil va s'allonger. On a toujours cette période d'endormissement, donc entre 3 et 9 mois, hein. Alors c'est une grande période, mais en même temps, il ne va pas se passer énormément de variations. On a toujours la période d'endormissement, on a toujours cette période de sommeil agité, en première partie, et puis c'est plus sur la période de sommeil calme que cela va se modifier. Et là, on va commencer à parler de sommeil calme qui va s'allonger. Du coup, le sommeil calme va changer de nom. On va l'appeler le sommeil lent. Et au lieu d'avoir un wagon, on va en avoir deux. Ce sommeil lent va se découper en deux parties, un sommeil lent léger et un sommeil lent profond. Comme son nom l'indique, le sommeil va être de plus en plus profond. La période de sommeil agité, la toute première après l'endormissement, elle aussi va changer de nom. On va l'appeler le sommeil paradoxal. Donc ces deux phases de sommeil, ce sont celles que l'on va retrouver ensuite chez l'adulte. Donc là, chez l'enfant, entre 3 et 9 mois, on est encore une période d'endormissement, une période de sommeil agité qui est devenue du sommeil paradoxal, une période de sommeil calme qui est devenue du sommeil lent, mais qui s'est allongée en durée. Et là, on passe plutôt à une durée d'environ 70 minutes. On a un wagon supplémentaire, hein. Donc là, effectivement, dans cette organisation, là encore, hein, la quantité de sommeil dans la journée qui était de 19-20 heures, enfin sur 24 heures, 19-20 heures va passer entre 15 et 16 heures à peu près, avec des périodes de sieste qui vont être voilà, environ, alors jusqu'à 9 mois, on a encore plusieurs siestes par jour, hein. Là encore, ça dépendra de l'enfant. Ça dépend aussi de notre génétique, puisque là aussi, on va hériter, hein, de notre génétique. Mais l'enfant va avoir, voilà, plusieurs siestes dans la journée qui vont se réguler et un temps de sommeil nocturne qui va plutôt passer de 6 à 9 heures, hein, et puis le reste qui va se réguler sur la journée. Aux alentours d'1 an, il y a un changement. Il y a un peu une inversion dans les phases de sommeil, c'est-à-dire que l'enfant va toujours s'endormir, donc il y a toujours cette période d'endormissement. Et ensuite, la période de sommeil lent, qui était la deuxième période, va passer en première période. Et donc, on va avoir un sommeil lent léger, un sommeil lent profond, et la période de sommeil paradoxal, elle va passer en deuxième. Donc sur mon petit schéma, j'ai mis des flèches rouges pour montrer que le rythme, on va dire, s'inversait à l'intérieur du cycle. Donc l'enfant va s'endormir en sommeil lent et ensuite on aura cette phase de sommeil paradoxal. Pourquoi est-ce que c'est important? Bonjour. Excusez-moi, je vous coupe un petit peu, j'ai une amie qui attend depuis tout à l'heure dans la salle d'attente. Oui, je viens de voir Ah, effectivement, excusez-moi, je viens non, de voir que quelqu'un patiente. merci, Je la fais rentrer, c'est gentil. merci Merci à beaucoup. vous. Oui, oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'attends qu'elle nous rejoigne. Voilà, je pense que c'est en cours. Elle va pouvoir nous rejoindre. Ah, ça fait un petit peu de temps que la connexion fait. Est-ce que vous nous avez rejoints? Pas encore? Bon, je vais surveiller, voir si la connexion se met bien en place. Ah, ah, ça y est, voilà, très bien, vous nous avez rejoints. Très bien. Donc j'en étais donc à la période d'1 an où effectivement on a cette inversion, hein, dans le cycle de sommeil, où l'enfant va s'endormir en sommeil léger, en sommeil lent plutôt, et puis ensuite il va y avoir cette phase de sommeil paradoxal. Alors pour revenir un petit peu
sur cette période. Alors, je vous propose de couper vos micros. Voilà, coupez vos micros dans un premier temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'interpellez. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans le webinaire. Donc, aux alentours d'1 an, on a donc le cycle de sommeil qui va avoir, on va dire, la même morphologie, la même description que l'adulte. Pas en termes de durée, mais en tout cas en termes de manifestation. Donc, le sommeil lent, cette première phase d'endormissement, je vous ai dit qu'elle était apparentée à du sommeil calme chez le nourrisson, c'est vraiment une première phase de sommeil qui va être réparatrice au niveau physique. Donc là, il y a une récupération physique, ce qui veut dire que les tensions musculaires, les apprentissages de l'enfant en termes de se retourner, se mettre debout, tout ce qui va nécessiter un effort physique, c'est au moment de ce sommeil lent que ces capacités-là vont être récupérées, que les cellules musculaires vont récupérer. C'est un moment aussi, je vous avais dit, qui est important parce que c'est le moment de la fabrication de l'hormone de croissance. Donc là, voilà, très, très important. Développement des circuits aussi neuronaux, les connexions entre les différents neurones, c'est-à-dire les cellules du cerveau, vont continuer à se développer et à se mettre en place, puisque l'enfant, quand il naît, a tous les organes et toutes les cellules nécessaires, mais tout n'est pas encore complètement connecté. Donc là, notamment au niveau des connexions neuronales, c'est à ce moment-là, sur cette phase de sommeil lent, que ces connexions vont se mettre en place et vont permettre après les apprentissages cognitifs de l'enfant par la suite. Même si là, ça commence déjà. Donc c'est une phase aussi où l'enfant, donc je vous ai dit, il y a un ralentissement de l'activité de l'organisme, une économie en énergie, donc la fréquence respiratoire se ralentit, le rythme cardiaque se ralentit, les tensions musculaires s'éliminent, l'enfant est complètement détendu, et là, voilà, il va aller dans un sommeil qui va être de plus en plus profond. Donc au départ, on ne parle que de sommeil lent léger et de sommeil lent profond, et puis petit à petit, on va parler de sommeil lent très profond, on va rajouter des wagons au fur et à mesure où la durée de ce sommeil lent va augmenter. Donc aux alentours d'1 an, de 1 à 3 ans, on va rester aux alentours de 50, 70 minutes, 70, 75 minutes à peu près pour un cycle. Donc voilà, cette phase, il récupère, il grandit et il récupère surtout sa fatigue physique. Et l'enfant va souvent s'endormir très vite en sommeil profond. Et ce sommeil profond va le récupérer beaucoup en début de nuit, ce qui parfois va générer aussi des petits troubles du sommeil, ce qui peut expliquer parfois ces petits troubles du sommeil par rapport au relâchement de toutes ces tensions musculaires. Sur la phase de sommeil paradoxal, qui est la phase suivante, je vous avais dit, c'est une phase de récupération, donc là, plus nerveuse. Donc on a l'impression, donc l'enfant, on peut avoir le sentiment qu'il bouge, des mouvements des mains, des bras, des mouvements aussi au niveau des yeux. On peut voir les paupières bouger, les globes oculaires bouger aussi. L'enfant va se remettre à téter. Donc là, c'est un moment où il y a une activité intense au niveau du cerveau, puisque c'est le moment où l'enfant va, et l'adulte aussi, va mémoriser donc tous les apprentissages cognitifs, sensoriels, les acquisitions motrices, intellectuelles, tout va aller se mémoriser au niveau des différentes zones de notre cerveau, puisque au niveau de notre cerveau, nous avons des zones qui sont différenciées pour les apprentissages, pour ce qui va être de la mémoire, des comportements, de l'ouïe, de la vue, l'audition. Tous ces centres sont bien différenciés au niveau des 2 hémisphères de notre cerveau. Et donc, au moment de ce sommeil paradoxal, eh bien, il va y avoir un tri qui va s'opérer. Les informations importantes vont être conservées et vont être stockées dans ce que j'appelle des petits tiroirs où l'enfant va aller mémoriser toutes ces informations qui vont lui permettre par la suite d'apprendre le langage, d'apprendre les mots déjà, la signification du langage, tous les apprentissages cognitifs, apprendre, se mettre debout, les comportements sociaux. Voilà, tout ça va se mettre en mémoire petit à petit et c'est ainsi que l'enfant va apprendre tout ce qui va lui permettre après donc son développement sensoriel, physique, moteur. Donc c'est une période importante et c'est aussi la période où il va rêver. Donc c'est la période des rêves, donc que l'on a plutôt en fin de nuit,
Donc, dans l'enchaînement des cycles de sommeil de nuit, les périodes de rêve sont plus des périodes en fin de nuit, ce qui fait que si on se rappelle de nos rêves, c'est justement parce qu'on a plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Et si les enfants, un petit peu plus grands, sont capables de raconter leurs rêves, c'est parce qu'aussi, ils ont un peu plus de sommeil paradoxal. Donc voilà, vous voyez que ces 2 périodes sont vraiment extrêmement importantes. La phase de sommeil lent est une phase qui va s'allonger en durée. De 1 wagon au départ, on va passer quasiment à 4 wagons chez l'adulte. Donc là, vers, 1 an, on est à 2 wagons. Petit à petit, on va avoir 3 wagons, puis un 4e wagon. Alors chez l'enfant, on arrive à peu près au même schéma que chez l'adulte, aux alentours de 2 ans, hein. Aux alentours de 2 ans, on a à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on a à peu près 3 wagons, 3 à 4 wagons de sommeil lent, un wagon de sommeil paradoxal et du coup, le cycle de 70 minutes va passer à 90 minutes. Chez l'adulte, on est aux alentours de 120 minutes, hein, on est à peu près à 2 heures pour un cycle de sommeil. Chez le petit enfant, jusqu'à 3 ans, on va être à peu près voilà, 90 minutes, 1 heure et demie, hein, 1 heure et demie de cycle et ces cycles vont s'enchaîner. Donc, ils vont s'enchaîner de plus en plus la nuit et donc on va avoir plusieurs cycles la nuit. Donc, on va être, aux alentours de, pour vous donner une petite idée, aux alentours d'1 an, heu, l'enfant va dormir entre 13 et 15 heures à peu près par la nuit et va pouvoir faire encore 1 à 2 siestes. Là encore, ça dépend des enfants. Il y a des enfants à 1 an qui ne font plus qu'une seule sieste, l'après-midi. Aux alentours de 3 ans, on va passer à peu près à 11-12 heures de sommeil avec une sieste l'après-midi. Et normalement, les siestes d'après-midi disparaissent aux alentours entre 4 et 6 ans, hein. Il y a des enfants qui effectivement ont encore besoin de dormir, encore une sieste d'après-midi aux alentours de 6 ans. De la naissance à 1 an, eh bien là, ça va être variable. Je vous ai dit, hein, la quantité de sommeil nocturne va augmenter et la quantité de sommeil diurne va diminuer petit à petit. Alors jusqu'à 1 an, on peut avoir encore 2-3 siestes, hein, parfois dans la journée, hein, ça dépendra aussi de chaque enfant. À savoir que, hem, c'est un petit peu notre héritage génétique qui détermine aussi la quantité de sommeil dont on a besoin, puisqu'il y a des petits et des gros dormeurs et ça, nous l'héritons de nos parents. Donc si vous êtes tous 2, si les 2 parents sont de gros dormeurs, eh bien, vous pourrez avoir la chance d'avoir un enfant qui va bien dormir, si on peut dire. Si on est des petits dormeurs, ben, on va pas pouvoir demander à son enfant, d'avoir, voilà, besoin d'une quantité de sommeil importante et si, ben, on est un petit et un gros dormeur et ben, là, c'est le tirage de la loterie, c'est la génétique qui va décider et dans ces cas-là, effectivement, on va pouvoir avoir un enfant qui est petit ou gros dormeur. Très souvent, on arrive déjà à discerner un petit peu les besoins en sommeil de l'enfant, voilà, aux alentours d'1 an, hein, déjà, hein. Vous avez des enfants qui, parfois, aux alentours d'1 an, ne font plus de sieste la journée et le sommeil de nuit suffit. Donc, un signe pour savoir si le sommeil est suffisant en quantité et en qualité, c'est que l'enfant ne doit pas être grognon dans la journée. Il doit vivre ses activités sans avoir, ce qu'on appelle les petits coups de barre, hein, et il doit être, voilà, vous devez le trouver, serein, joyeux. Si vraiment vous trouvez qu'il vous semble fatigué, mais qu'il n'arrive pas à s'endormir, c'est parfois effectivement que la quantité de sommeil n'est pas suffisante. Mais là encore, c'est lié aussi au donneur d'ordre. C'est-à-dire que la luminosité, le bruit environnant, les écrans, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui malheureusement, vont stimuler le cerveau, vont stimuler les neurones et vont faire que, eh bien le frein de l'éveil va avoir du mal à se mettre en route et qu'à certains moments, l'enfant devrait s'endormir, mais malheureusement, il ne s'endort pas. Sauf que, bah, cette récupération physique et nerveuse ne se fait pas et moins l'enfant dort, plus il aura du mal à retrouver le sommeil. C'est ce qui se passe parfois aussi, hein, quand les parents, l'enfant a du mal à s'endormir le soir et disent: «Bah, il faut pas le faire dormir cet après-midi», en collectivité par exemple, pour avoir été responsable de crèche en collectivité ou chez les assistantes maternelles: «Ne le faites pas trop dormir ou réveillez-le parce que sinon ce soir il dormira plus». Bah, c'est un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire que si on l'empêche
d'avoir son compte de sommeil. Cette récupération physique et nerveuse ne se fera pas et l'enfant aura d'autant plus de mal à retrouver ce frein de l'éveil, puisqu'il y aura toujours cette hyperactivité du cerveau qui l'empêchera de dormir. Pour dormir, il faut que le cerveau se mette au repos petit à petit. Alors, parfois, effectivement, les enfants s'endorment, ce qu'on appelle un petit peu d'épuisement. On peut avoir des enfants qui s'endorment un peu n'importe où et n'importe quand, hein. Eh bien, ça, c'est aussi notre organisme, hein, qui va, à certains moments, tirer la sonnette d'alarme et à certains moments, effectivement, le frein de l'éveil va être mis de manière automatique et l'enfant peut, en quelques minutes, s'endormir là où il est, sur le tapis, dans le transat, dans la voiture, parce que, voilà, il aura besoin de ce compte de sommeil, hein. Donc c'est là où je vais revenir sur cette période d'endormissement qui est vraiment importante. J'insiste sur effectivement ce décodage parce que c'est aussi sur cette période que l'on va pouvoir rassurer l'enfant pour le préparer au sommeil. Alors, on ne va pas pouvoir obliger un enfant à dormir. Par contre, on va pouvoir l'aider à induire le sommeil. Euh, je m'explique. Cette période d'endormissement, pour que le train du sommeil arrive, il faut vraiment que le cerveau, les cellules neuronales se mettent au repos, commencent à être au calme. Donc, c'est vrai que s'il y a un bruit, de la lumière, une excitation, une agitation autour de l'enfant, ça va être un petit peu plus compliqué. Somme toute, si vous observez à ce moment-là que l'enfant bâille, pleure, est agité, il n'y a pas eu de période de sommeil depuis un petit moment par rapport à son rythme, il vous semble que cette période, voilà, de sommeil va pas tarder à arriver, observez bien votre enfant. Dès que, vous voyez que l'enfant manifeste ces signes de pré-sommeil, il va falloir induire le sommeil par les petits rituels. Les petits rituels d'endormissement, ça va être chez le nourrisson, on va changer la couche, on va chanter une petite chanson, on va le câliner, on va aller vers la chambre, on va tirer les rideaux, on va, voilà, mettre en place des actions que l'on va répéter de manière régulière. Chez l'enfant plus grand, on va aller se laver les mains, on va chercher le doudou, on va, proposer de passer aux toilettes. Voilà, on va là encore, hein, proposer des petits rituels. Alors des rituels aussi, là encore pour que l'enfant puisse se repérer, des rituels qui ne seront pas les mêmes la nuit que le jour. Donc au moment de la sieste, bah, par exemple, il y aura pas forcément de lecture de la petite histoire ou alors ce sera lecture de la petite histoire mais plus courte, hein. On ira très, très vite sur la petite histoire. Par contre, le soir, on pourra prendre un petit peu plus de temps ou ça sera, par exemple, l'autre parent qui lira la petite histoire. Donc voilà, on va faire des petites, des variantes qui vont permettre aussi à l'enfant de se repérer. C'est important, il n'a pas cette notion de temps et là, c'est important aussi qu'il se repère dans le temps. Ça, c'est une première chose. Donc là, voilà, on le prépare au sommeil, on va chercher le doudou, on change. Là aussi, dans le temps, ça va l'induire que le sommeil va se préparer. Le repérage dans l'espace aussi est important. Donc il est important aussi que l'enfant s'endorme, là où il peut se réveiller. Et là, je vais revenir sur la fameuse phase de latence, c'est-à-dire cette période entre 2 cycles, qui est une période où l'enfant peut se rendormir ou peut se réveiller. Et l'endormissement va jouer un rôle. Il est important que l'enfant, dans ses repérages spatio-temporels, hein, notamment dans l'espace, puisse repérer, eh bien, l'environnement. Donc la chambre, l'environnement, le lit, les petits doudous qui peuvent être mis, à portée de main, les murs, hein, donc d'où l'importance aussi de ne pas déménager la chambre trop régulièrement, d'essayer de réfléchir aussi à l'aménagement de l'espace pour que l'enfant puisse se repérer. L'aménagement de l'espace est notamment très important le premier trimestre après la naissance, hein, chez le nourrisson. Éviter de déménager, éviter des absences trop longues d'un des 2 parents. Voilà, éviter des bouleversements trop importants parce que c'est aussi ce qui va permettre à l'enfant de se rassurer au niveau de sa sécurité la plus affective, hein. Donc on évite les 3 premiers mois et par la suite, on essaye de garder le plus de stabilité effectivement, que l'enfant, voilà, ait un lieu où il va dormir, alors après le lieu de la sieste peut être différent du lieu
de la nuit, hein, pour les petits-enfants qui sont gardés chez les assistantes maternelles ou en collectivité. Voilà, ils peuvent dormir dans un autre environnement, là aussi. La préparation, la stabilité du lieu, le repérage, hein, du lieu que vous aurez fait au moment de l'adaptation sont aussi des moyens qui vont permettre à l'enfant de se repérer. Et là encore, le rythme jour-nuit ne sera pas le même, les repérages ne seront pas le même, mais il arrivera à se repérer, hein. Par contre, vous, à la maison, il est important que vos repères soient les mêmes, hein, donc pas changer, la déco, la place du lit, éviter de la laisser au milieu de la pièce, hein, que l'enfant puisse, voilà, prendre des repères visuels. Ces repères visuels vont lui servir notamment pendant la phase aussi de latence, cette phase intermédiaire entre 2 cycles de sommeil, puisque c'est une phase où l'enfant va pouvoir se réveiller. À la fin du sommeil paradoxal, donc on est dans un sommeil profond, mais qui va petit à petit revenir vers la période de l'éveil. Donc, on a vraiment sommeil lent, léger, profond, très profond, sommeil paradoxal, et puis on va revenir vers l'éveil pour arriver vers cette phase, cette période de sommeil de latence, cette période intermédiaire. À ce moment-là, l'enfant va pouvoir bouger, va pouvoir ouvrir les yeux, chercher son doudou, se remettre à téter, gigoter. Alors, c'est une phase où petit conseil, ne vous précipitez pas. Si vous précipitez à ce moment-là en vous disant: «Ça y est, il est réveillé», il est sûr que vous allez le réveiller. Par contre, l'enfant peut tout à fait se rendormir et c'est ce qui va se passer la nuit. La nuit, il va enchaîner plusieurs cycles de sommeil, il va pouvoir se réveiller à certains moments, il va pouvoir, gigoter, gémir et puis d'un seul coup, vous ne l'entendez plus. Alors cette phase de latence, c'est une phase courte, hein, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Si au bout d'un quart d'heure, vous l'entendez encore gesticuler, vous appeler, pleurer, il est sûr qu'il a certainement besoin d'être rassuré et là, vous aurez besoin d'aller le rassurer. Mais attendez un petit moment. Bien souvent, l'enfant va reprendre ses repères visuels, va reprendre les éléments qui vont le rassurer, va se remettre à téter. La succion est un élément important pour l'enfant pour se rassurer et puis il va se rendormir et il va enchaîner ses cycles de sommeil, tout au long de la nuit. C'est ce qui peut se passer aussi dans la journée où il peut enchaîner un ou 2 cycles, hein, bien souvent, pas plus dans la journée, hein, mais voilà, il peut enchaîner un ou 2 cycles. Donc cette phase de latence, c'est une phase, voilà, où ne vous précipitez pas. Par contre, c'est une phase que vous pouvez repérer. Alors, je dirais que pendant le sommeil lent et le sommeil paradoxal, c'est vraiment 2 moments où on évite à tout prix de réveiller l'enfant. Parce qu'on est vraiment dans des périodes, vous l'avez bien compris, qui vont être importantes dans la construction physique et physiologique et psychique de l'enfant. Donc on évite de le réveiller. Après, si vous le réveillez une fois de temps en temps, on part en vacances, on a un changement de rythme, l'enfant va récupérer son sommeil un petit peu plus tard, dans le temps, ça c'est pas grave. Où c'est important, c'est que ces réveils réguliers sur ces périodes-là, enfin, ne deviennent pas réguliers parce que là, il pourrait y avoir effectivement des répercussions sur la croissance, sur le psychisme, sur, voilà, le comportement de l'enfant. Heu, Après, si vous avez besoin de le réveiller parce qu'il y a un rendez-vous, parce qu'il y a le grand frère, la grande sœur à aller chercher à l'école, parce que, bah, mince, le sommeil dure un peu plus que prévu et il va falloir sortir, eh bien, essayez d'être à l'écoute et là, vigilant par rapport à cette période de latence et dès que vous sentez, bah, l'enfant commence à bouger un petit peu, vous sentez qu'il cherche dans le lit, il y a des vocalises, alors je dirais que là, à ce moment-là, profitez-en, allumez la lumière, ouvrez la porte de la chambre, allez tranquillement vers lui, touchez-le, voilà, on y va progressivement, parlez-lui tout doucement et là, vous allez effectivement le réveiller. Alors soit il était en période d'éveil, soit il aurait pu redormir, mais comme vous allez, là le solliciter à un moment où il était en période possible d'éveil, en général, le réveil va se faire de manière, plus harmonieuse. Par contre, si vous le réveillez sur une phase de sommeil lent ou de sommeil profond, déjà vous aurez beaucoup de mal à le réveiller, ça va prendre un petit peu de temps, il va se réveiller en pleurant, il va être mal à l'aise, et bien souvent ça va durer dans la journée et souvent il va être grognon jusqu'à ce qu'il puisse se rendormir sur un nouveau cycle de sommeil parce qu'il n'aura pas complètement récupéré. Donc voilà, repérer cette phase de latence, c'est une phase aussi qui est importante et puis voilà, sachez que dans la nuit, l'enfant peut se réveiller à certains moments
parce que, voilà, alors après tout dépendra aussi, hein, de son évolution, aussi au niveau de ses acquisitions, hem, motrices, intellectuelles, cognitives. Alors, il y a des périodes aussi qui sont un petit peu propices au réveil. La période des 9 mois, que l'on appelle la période d'insomnie joyeuse. Joyeuse pour l'enfant, pas forcément pour les parents, mais où l'enfant va pouvoir se réveiller dans la nuit, plusieurs fois dans la nuit. Alors, c'est une période importante parce que, alors, c'est une période déjà où l'enfant peut avoir des petites angoisses qui peuvent apparaître, hein, la peur du noir, qui va pouvoir apparaître, euh, l'angoisse aussi de la séparation, hein, où l'enfant va commencer à se rendre compte que bah, la maman et lui ne sont plus qu'un, mais sont deux personnes distinctes. Et par contre, ce qu'on appelle la permanence de l'objet, le fait que bah, quelque chose peut disparaître ou quelqu'un peut disparaître et revenir, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore intégré intellectuellement, c'est en cours de construction. Et donc la nuit, effectivement, ça peut générer des réveils au moment bah, de l'intégration, hein, au moment du sommeil paradoxal, de toute ce tri des informations, il peut y avoir voilà, des réveils qui peuvent donc se retrouver à ces moments-là parce qu'il y a cette activité, hein, psychique intense de construction pour l'enfant. Donc il y a cette période de 9 mois. Il y a, alors, ça peut être un peu avant, ça peut être après. Hein, voilà, ce sont des moyennes, hein, et chaque enfant est différent. Donc voilà, pas 9 mois pile. Voilà, ça peut être à partir de 7-8 mois pour certains, ça peut être 11 mois pour d'autres. Voilà, sachez que si ça se répète de manière régulière et que vous sentez des petites périodes d'angoisse dans la séparation la journée, quand il ne vous voit plus, quand il se retrouve dans une pièce tout seul, voilà, sachez qu'on est à peu près dans cette période-là. Il y a la période des 16-18 mois. Alors là, c'est la période dite de socialisation, qui est la période où l'enfant, effectivement, aime bien être en interaction avec les autres, même s'il joue beaucoup tout seul. Donc, est une période intense de découverte où tous les apprentissages vont passer par le jeu, beaucoup de jeux. Et du coup, à cette période-là, eh ben, l'enfant a plus envie de jouer que d'aller dormir. D'où l'importance des rituels qui auront pu être mis en place le plus tôt possible, qui vont permettre à l'enfant d'intérioriser, hein, que ah, ah oui, c'est l'heure d'aller se coucher, on va chercher doudou, on va aux toilettes. Ah, bon, on n'a pas très envie d'aller se coucher, mais en même temps, le rituel aura été mis en place et l'enfant sera plus enclin, on va dire, à aller faire la sieste à ce moment-là ou à aller se coucher le soir plutôt que d'aller jouer. Hein, voilà, ça peut être une petite aide supplémentaire. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais les rituels voilà, qui seront mis en place vont en tout cas aider à passer ce cap. Hein. Et puis, bah, il y a la période des 2 ans, 2 ans et demi, qui est la période bah, d'affirmation de soi, la fameuse période du non, où l'enfant bah, voilà, se rend compte qu'il a une individualité, où il s'affirme, et que bah, quand il sera à l'heure d'aller se coucher, eh bien, il ne sera pas d'accord et ça sera le non qui apparaîtra en premier. Et c'est là où, là encore, hein, les rituels vont aider. Non, tu n'as pas envie, mais effectivement, bah, là, il est tard, il est l'heure que tu ailles te coucher, tu te frottes les yeux, tu es fatigué, on va lire le petit livre, on va aller chercher doudou, voilà, on va mettre en place ce rituel et l'enfant va se laisser guider, ou en tout cas va se laisser guider plus facilement pour induire cette période de sommeil. Hein, donc voilà, il y a des moments où on sait, hein, que l'endormissement va être plus difficile. Si on a ritualisé en termes voilà, de repères dans le temps pour l'enfant, ça va l'aider. Si on a mis, en tout cas, donné un espace qui est rassurant, qui est toujours le même, en termes voilà, de reconnaissance, de repères visuels, là aussi, ça va beaucoup aider l'enfant. Et ce qui aidera aussi, hein, quand vous allez partir à l'extérieur et que vous ne serez pas forcément à la maison, bah, on gardera toujours ces petits rituels. Même si les repères visuels vont changer, les petits rituels, eux, vont rester. Hein. Donc, vous voyez que c'est aussi tous ces petites astuces qu'on va pouvoir mettre en place qui vont permettre de rassurer l'enfant. Il a besoin d'être beaucoup rassuré au niveau affectif pour induire ce sommeil qui est une période de séparation, donc qui est une période aussi d'angoisse pour l'enfant, qui est une période où bah, on ne peut pas jouer, qui peut être assimilée à une période de perte de temps. Hein, pour l'enfant, le petit de 18 mois, 2 ans, il perd du temps, hein, donc il a plus envie de faire autre chose. Hein. Donc voilà, tout ça va pouvoir l'aider. Après, voilà, sachez que
Heu, des petits troubles peuvent apparaître, les petites terreurs nocturnes, les petites agitations, les confusions nocturnes. C'est plutôt des choses qu'on va pouvoir voir apparaître en début de nuit et plus au moment des périodes de sommeil profond, hein, de sommeil lent profond, qui sont là encore, hein, le reflet de l'activité, heu, voilà, de récupération physique et de récupération nerveuse pour l'enfant, mais qui en soi ne sont pas des choses, heu, en tout cas qui n'ont pas d'impact, sur la vie de l'enfant, hein, et qui ne dureront pas dans le temps. C'est à certaines périodes, et puis après là encore, il y a un terrain génétique qui va agir. C'est-à-dire que chez les familles de stressés, d'anxieux, et bien on sait que ces petits troubles du sommeil, voilà, peuvent être générés aussi par un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse à certains moments et donc ces petits troubles peuvent apparaître à des moments donnés et disparaître par rapport à d'autres, hein. Donc le principal, c'est voilà, n'hésitez pas à venir, poser des questions, consulter votre médecin, votre pédiatre, la puéricultrice, voilà, les professionnels qui peuvent vous accompagner pour que ces petits troubles ponctuels, voilà, on puisse, voilà, évaluer si c'est quelque chose qui dure depuis un moment, qui peut être généré par un stress ou une angoisse un petit peu plus profonde. Mais bien souvent, rassurez-vous, ce sont des petites périodes qui vont, passer, voilà, par la suite, même si c'est vrai qu'en tant que parent, c'est toujours difficile quand on a plusieurs nuits de suite où on dort difficilement. Alors, autre petit conseil ou en tout cas petite information, quand vous avez ces petits réveils nocturnes, tout à l'heure je vous disais si l'enfant au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pleure ou vous sentez qu'il y a un inconfort, qu'il a besoin d'être rassuré, eh bien on se lève, on ne va pas le laisser pleurer. De toute façon, le pleur va réactiver le système nerveux et va faire que l'enfant de toute façon est réveillé, hein. Donc allez le voir. Par contre là encore, on essaye de le rassurer par la parole, par le toucher. On essaye de ne pas forcément le prendre dans les bras dans un premier temps, caresser la tête, rester près de lui, le câliner, chantonner, là encore, hein, c'est vous qui verrez ce que vous souhaitez mettre en place. Si ça ne suffit pas, effectivement, on va pouvoir prendre l'enfant dans les bras parce que certains ont besoin de ce contact physique et ont besoin d'être rassurés par ce contact physique. Donc à ce moment-là, on va le prendre. D'où l'importance aussi parfois d'avoir une chaise, et d'avoir un fauteuil confortable dans la chambre. Là encore, pour garder ce repère, visuel, rester dans la chambre de l'enfant, lui permettre de se rassurer, et de pouvoir ensuite le recoucher, dans son lit par la suite. Par contre, si vous sortez de la chambre, que vous l'amenez dans votre chambre, que vous sortez de la pièce, vous allez perturber les repères de l'enfant et après il va pouvoir assimiler ce temps à: «Bah, je vais dans le lit de papa et maman, on vient me chercher et voilà, c'est comme ça que je me rassure». Sauf que oui, un petit temps, mais pas tout le temps, hein. Donc d'où l'intérêt de garder des repères qui vont être stables et durables dans le temps, hein. De même, si l'enfant s'endort, petite astuce, si l'enfant s'endort malgré tout, la période d'endormissement est passée très, très vite, vous en êtes pas rendu compte et l'enfant s'est endormi, sur le tapis, sur le transat, vous n'avez pas eu le temps, hein, de décoder ces petits signes précurseurs. Attendez 20 minutes avant de pouvoir l'emmener dans la chambre ou à l'endroit où il va dormir. Le moment, où il va être plutôt en sommeil lent profond, hein, qui commence à être dans ce sommeil lent profond pour ne pas le réveiller. Si vous le prenez et que vous l'emmenez trop tôt, vous allez le réveiller, hein. Donc voilà, attendez au moins ce sommeil lent profond où là, voilà, vous allez pouvoir le changer d'espace. Voilà, c'est pas bien sûr à répéter, hein, je vous l'ai expliqué. On évite de le faire de manière régulière pour que l'enfant, voilà, ait quand même ses repères en termes d'espace. Maintenant, une fois de temps en temps, ça peut arriver. En tant que parent, voilà, on n'est pas toujours, là, au bon moment et nos activités font que parfois, bon, on peut passer à côté de ce temps. Voilà, rien n'est jamais perdu et sachez aussi que l'enfant va toujours récupérer son sommeil si à un moment donné, on a eu une activité un petit peu plus intense, ce week-end, il n'a pas fait la sieste habituelle, pas d'alarme, pas d'inquiétude, et il récupérera et les assistantes maternelles et les professionnels de crèche savent très bien que le lundi est un jour de récupération, et voilà et l'enfant va récupérer son compte de sommeil. S'il ne l'a pas eu sur 1 ou 2 journées, il va pouvoir récupérer
sur les jours ou les nuits suivantes, hein, ce qui est valable aussi chez l'adulte, hein, de toute façon. Voilà, donc pas d'inquiétude, le sommeil de l'enfant se régule. À partir du moment où on reste vigilant, pour le rassurer, affectivement, voilà, au niveau psychisme, au niveau spatial, voilà. Si l'enfant a des repères, bah, le sommeil se passera d'autant mieux et puis s'il y a des petites périodes où le sommeil est un petit peu plus compliqué, eh bien, on va se servir de ces rituels, de ces petites astuces, hein, voilà, éviter de le prendre dans le lit, de se rendormir. Je sais que c'est compliqué pour les parents quand vous avez passé plusieurs nuits de suite. On peut s'aider à un moment donné et de dire: «Là, j'en peux plus, je le prends dans le lit parce que j'ai besoin de dormir». Mais c'est important, là encore, de verbaliser à l'enfant, voilà. Alors les mots ne seront pas forcément décodés, mais par contre la tonalité de votre voix, votre disponibilité, l'enfant va l'entendre et dormir une fois dans le lit de papa et maman, ça peut arriver, mais par contre, on voilà, essayez de ne pas le répéter, en tout cas pas de manière trop régulière, parce qu'après sinon l'enfant effectivement, lui, va se rassurer de cette façon-là, hein, et tant qu'il n'aura pas, voilà ces éléments, hein, votre proximité, le souffle des parents, la respiration du parent, eh ben, il va avoir du mal à s'endormir, hein. Voilà, donc ne vous culpabilisez pas, je suis maman, je suis grand-mère, je sais que parfois c'est difficile, mais essayez, voilà, de garder cette stabilité, essayez de garder ce rythme et ça vous aidera sur des moments où, bah, le sommeil sera un petit peu plus compliqué pour différentes raisons, hein, voilà. Vous pourrez retrouver ce rythme par la suite. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ces petits trucs, astuces, et puis, le décodage un petit peu de ce qui se passe, au moment du sommeil vous aura aidé à peut-être, voilà, décoder des petits, difficultés de sommeil ou d'endormissement, chez vos enfants, et puis voilà, vous aideront pour, pallier, voilà, de manière temporaire à ces difficultés-là. Donc je ne sais pas si certaines avaient quelques questions ou des petites précisions que vous souhaitiez, avoir, des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne. Là, je suis à votre disposition, il nous reste encore quelques minutes. Donc, là, voilà, je vous écoute si vous le souhaitez. Oui, bonjour, moi j'avais une petite question. Oui, Alors déjà merci, c'était vraiment intéressant. Moi j'ai un bébé de 3 mois, oui, qui enchaîne pas 6 heures de sommeil, oui, qui est allaité oui, et en fait depuis, là 1 semaine, on est sur une dégradation du sommeil. oui, On avait, on va dire, un réveil, il dormait vers 23:00-23:30, il dormait oui, et un réveil à 4 heures et puis un réveil ensuite à 7 heures pour manger. oui, Enfin, en tout cas, ce que moi j'interprète pour manger oui. et heu et là, on est, sur une belle dégradation avec, un endormissement toujours vers la même heure et un réveil à 2h30, un autre à 5 heures. Et donc je pense qu'on fait tout mal. Enfin, tout mal, non, Vas-y, mais vas-y. c'est vrai que pardon et ensuite après 5 heures, à 6 heures, 6 heures, 6h30, il est de nouveau agité. On a beau le bercer, pendant, alors est-ce qu'on reste vraiment un quart d'heure? Je sais pas, mais 5-10 minutes, oui, et après bon, bah, je le prends et là, bien sûr, il s'endort sur moi. Et oui. Donc là, bien sûr, là, ça marche très bien et là, il dort, potentiellement même parfois jusqu'à 9 heures. Donc clairement, je me rends compte qu'il peut dormir, Oui. heu, mais du coup, je me demandais, en fait, par rapport à l'allaitement, comment on fait pour, parce qu'on dit que l'allaitement, c'est à la demande. Moi, en soi, il est à peu près réglé, mais Alors là, vous mais ouais, là, j'ai une problématique et je suis en dégradation et du coup, je me sens un peu, je ne sais pas. Alors c'est vrai que, enfin voilà, je sais plus. Vous êtes dans une période de pic ou de pointe, qu'on appelle dans Oui. l'allaitement maternel, hein, aux alentours Mmh. de 3 mois, où le bébé D'accord. effectivement va réclamer davantage en termes de tétée, et donc ce qui peut expliquer, hein, le sommeil, bah,
les réveils nocturnes, hein, qui font que, bah, là, il n'a pas encore son rythme. Est-ce qu'il l'avait trouvé avant ou pas? Bah, oui, on était sur 7 tétés. Oui, Comment? il avait déjà trouvé, des tétés Ouais, de nuit, ou vous aviez une tétée de nuit qui était supprimée? oui. Quasiment, Non, non, presque? enfin, non, non, j'ai jamais supprimé une tétée de nuit. Il y a toujours eu une tétée à 4 heures. Avant, c'était toutes les 3 heures. Après, il y avait une tétée à 4 heures, Ouais. entre 23 heures et 7 heures du mat, il y avait une tétée à 4 heures. Mmh mh. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'allaitement qui effectivement fait que votre enfant va réclamer plus, hein. D'accord. Ça, c'est normal. Voilà, il y a des pics comme ça, hein, où on sait que 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, voilà, il y a des pics où, l'enfant allaité va réclamer davantage, va relancer la lactation, on va dire, parce qu'il va avoir des besoins supplémentaires, hein, et donc c'est plus il tète, plus effectivement la lactation va se mettre en place. Donc là, il y a des besoins supplémentaires, donc il se réveille, ce qui est tout à fait normal, hein, donc c'est bien la faim, hein, qui peut Mmh. le réveiller. Après, là encore, hein, l'allaitement, c'est aussi, ce besoin de contact physique, intense, qui est extrêmement Mmh. important. Alors c'est vrai que le fait de le porter, hein, quand on allaite, c'est aussi un moyen supplémentaire de le rassurer. Bon, moi, ça me paraît pas, quelque chose d'étonnant. Après, voilà, il faut vous dire que je vous ai dit, en général, le rythme s'installe aux alentours de 3 mois, mais là Mmh. encore, c'est des moyennes. D'accord. Il y a des enfants pour qui ça peut être plus tard. Alors, il y a des mamans qui, à 1 mois, ont déjà des bébés qui font des petites nuits, hein. Oui, oui. Il y en Donc a là, en qui fait, ce ont serait 4, plus, 5 mois. ouais. Là, la dégradation, ce serait peut-être dû au pic, des 3 mois, parce que comme par hasard, ils réclament plus la nuit que la journée. Eh oui, eh, D'accord. là, vous avez repris votre travail ou Non, pas? non, non. Mmh, mmh. Donc, Non, voilà, non, là, vous il êtes, est cool. disponible pour les tétés à Oui. la demande. D'accord, Mmh. donc c'est plus la nuit, ou là, oui, parce que l'allaitement maternel aussi, hein, ça se régule sur 24 heures chez le tout petit, hein. Donc, Mmh. là encore, voilà, faites attention peut-être aussi, bah, tous ces soins, hein, ces donneurs d'ordre, la nuit, le jour, voilà. Est-ce que je mets un peu plus de lumière ou pas? Est-ce que je le garde un petit peu plus longtemps ou pas? Et puis par rapport au sommeil, il faut savoir que, celui qui régule notre sommeil, donc c'est une glande qu'on a au niveau de notre cerveau, l'hypothalamus, et qui va avoir tendance à se réveiller vers 5 heures du matin. D'accord. Voilà, donc il est en hyperactivité. Cette glande se réveille vers 5 heures du matin, ce qui explique aussi parfois les réveils, hein, entre 5 et 8 heures, et puis après une période, où il va se remettre en veille, où cette glande va se remettre en veille vers 11 heures et va redémarrer son activité vers 17 heures. Ce qui peut expliquer les réveils D'accord. du matin, les pleurs nocturnes vers 17 heures, voilà, où l'enfant a du mal à trouver le sommeil, et les pleurs, et puis le réveil nocturne le réveil, pardon, du matin, qui peut être aussi, alors, et l'alimentation et le système du sommeil qui est en train de se mettre en place, avec, bah, ce donneur d'ordre là qui s'active, à ce moment-là, hein. Et alors c'est vrai que le fait de le câliner, de lui donner à téter déjà, bah, du coup, il va avoir son compte en termes d'alimentation, en termes de câlins, en termes au niveau affectif, et pour le coup, voilà, il va pouvoir se rendormir après. Mais c'est une période transitoire, hein. Après, voilà, le considérez pas comme une période de dégradation, c'est simplement une période de D'accord. réorganisation au niveau de son sommeil, très certainement, et de son alimentation. Hein, il y a D'accord. des phases comme ça, hein, qui sont un OK. petit peu, voilà, perturbées, mais voilà, vous avez bien décodé, hein, il demande un peu plus à manger, voilà. Faites-vous confiance. Faites-vous D'accord, bah, merci. En général, vous savez bien décoder ce que votre bébé vous dit, donc voilà, faites-vous confiance, il y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc je sais pas s'il y avait d'autres questions? Voilà, en tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Donc moi, je suis à la maison Cocon et Papillon, je suis donc disponible tous les jeudis matins. J'assure donc sous forme de permanence, donc en général entre 9h15 et 12h30. Voilà, je suis disponible pour des entretiens individuels avec ou sans rendez-vous. Pour les autres jours, plutôt sur rendez-vous.
voilà, pour vous rencontrer, donc que ce soit effectivement sur tous les thèmes de puériculture, hein, qui peuvent vous questionner, donc bah, l'alimentation, l'allaitement maternel, le sommeil, les relations dans la fratrie, voilà, la diversification alimentaire, voilà, toutes les petites questions de puériculture. N'hésitez pas, vous pouvez trouver sur le site de la maison mes coordonnées, téléphoniques et mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et si vous souhaitez qu'on se rencontre, voilà, je reste à votre disposition. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je proposerai d'autres webinaires, voilà, peut-être, effectivement sur l'allaitement maternel, sur, après l'alimentation, avec des laits infantiles, sur tout ce qui est, trucs et astuces aussi, conservation, réchauffage par réchauffage, stérilisation. Voilà, les réponses aux questions voilà, en tant que maman, vous pouvez vous poser, qui ne sont jamais des questions, bêtes. Souvent les mamans disent: «Oh, c'est une question bête». Il y en a aucune. On apprend au fur et à mesure avec son bébé et voilà, j'essaierai de vous proposer des ateliers conférences dès que comment, bien, on aura moins de restrictions, et puis voilà, des webinaires, j'essaierai de vous en proposer quelques-uns si effectivement les restrictions continuent pour, voilà, vous apporter quelques réponses et vous aider à avoir confiance en votre rôle de maman. C'est ça le plus important. Faites-vous confiance, vous avez souvent les clés. Voilà, on est juste là pour vous donner un petit coup de pouce. Eh bien, je vous remercie. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis, beh, je vous dis, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne journée à vous aussi.